Notre futur ministre de l'efficacité gouvernementale, Charles Haloncle, a interrogé à la commission d'enquête Reporters sans frontières. Je le rappelle, RSF, ce sont ceux qui vont mettre en place les labels pour dire quels médias méritent d'avoir un label vert et qui méritent d'avoir un label rouge. Et vous allez voir que RSF est extrêmement neutre et ils ont 2-3 projets pour le Rassemblement national. Voilà. On va commencer avec le numéro 2 de Radio France, qui a toujours voté pour le PS ou Écolo, qui nous dit que pour changer la société, il vaut mieux travailler à la télé qu'être un élu. Et comment on appelle ça, les copains? La neutralité. Et du coup, il fait face à Charles Haloncle, la présidente du comité d'éthique du groupe refuse de commenter cette déclaration. Concernant donc votre vigilance par rapport aux dirigeants, dans une réponse à une saisine du 10 novembre 2021, votre comité précise, je le cite, que les directions des antennes étaient particulièrement attentives à l'indépendance. Pourtant, dans un portrait que j'ai retrouvé, réalisé par Libération en 2015, le directeur éditorial de Radio France, M. Mellet, qu'on pourrait qualifier de numéro 2 de Radio France, affirmait, je le cite, « Bien que passionné par la politique, il se dit que pour changer la société, il vaut mieux travailler à la télé qu'être élu. Si j'avais pris l'autre voie, j'aurais été socialiste, j'ai toujours voté pour eux, sauf une fois écolo. » Selon vous, Madame la Présidente, est-ce que M. Mellet, numéro 2 de Radio France, est chargé de la ligne éditoriale de l'audiovisuel public de la radio? Est-ce qu'il respecte l'obligation constitutionnelle d'indépendance, d'honnêteté, de pluralisme du service public? Et est-ce que on pourrait attendre un peu plus de pluralisme de la part des dirigeants de Radio France? Une fois encore, je ne saurais commenter ou interpréter les propos de M. Mellet, et là aussi ça mériterait de discussion, c'est-à-dire qu'il précise les choses, etc. Donc je ne puis répondre à cette question. Ça mériterait qu'on en discute, mais j'en parlerai pas. C'est super, ok. Là, souvenez-vous, il y avait Patrick Sébastien qui avait dit qu'il voulait être interrogé parce qu'il avait des choses à dire sur Delphine Arnott. Et le président de la commission d'enquête a dit non, on va pas l'interroger parce que c'est problématique. Voilà. Un truc, c'est Mais que on n'a pas fini. j'ai une réaction à ça. Alors, vous nous direz, forcément. non, vous nous direz tout à l'heure. Non, mais attends, juste deux choses. J'ai une réaction à ça, mais je voudrais la garder justement pour cette commission d'enquête. J'attends qu'il me convoque. Ça me ferait très plaisir d'aller m'expliquer parce que j'ai beaucoup de choses à faire, à dire surtout. Mais apparemment, il me convoque pas. Donc peut-être qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas envie d'entendre, mais je vous promets que j'ai des choses très claires et très nettes à dire sur Madame Ernotte et sur tout ce système. Et du coup, ça y est, il va être interrogé sans déconner. Bravo à Jérémy Patrier-Létus, le président de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public, annonce l'audition de Patrick Sébastien et Merwan Benlazar et Charline Van Wenacker pour répondre à la question où s'arrête l'humour et où commence le militantisme. Et il y a Jean-Michel Apathy, il est pas content. Il a réagi. Selon Destination Télé, compte courageusement anonymé par C, donc apparemment il connaît l'identité de Destination Télé, la commission d'enquête de Charles Haloncle va se demander où finit l'humour et où commence le militantisme. 7 ressemble, M à l'antichambre de la censure. Étonnant, non? Alors me demandez pas ce qu'il a voulu dire. Et il y a Charles Haloncle qui a réagi. Jean-Michel, fais un effort STP, on comprend rien. Là, c'est Commodore Torren qui nous partage cet extrait. En gros, il y a France Télévisions qui, à une semaine des élections législatives, a directement appelé explicitement à faire barrage contre le Rassemblement national. Et il y a Charles Haloncle qui se demande, est-ce que c'est très le pluralisme, hein, ça? Et est-ce que c'est très la neutralité?
Je voudrais vous citer un fait qui m'a particulièrement étonné. C'était le 23 juin 2024 sur les antennes de France Inter. Je vous rappelle le contexte, nous étions à une semaine du premier tour des élections législatives. Nous étions en pleine campagne officielle et l'ensemble des candidats et des groupes étaient soumis à une stricte égalité de temps de parole. Vous avez pas moins de 10 chroniqueurs de France Inter qui se sont mis à chanter sur vos antennes. Je cite la chanson des gauchos. Alors je vais vous citer quelques extraits. Car demain, si c'est Bardella, c'est fini pour moi, fini pour toi. Il y a encore un peu d'espoir si on se rend à l'isoloir pour glisser un bulletin dans l'urne contre la vague brune. Il vous annonce que la France revient en oubliant de dire que c'est la France de Pétain. Cette même chanson, entonnée par 10 chroniqueurs de France Inter à une semaine des élections. Alors, au passage, je l'interromps. Pétain qui a été élu par l'extrême gauche. Extrêmement majoritairement. Par l'extrême gauche. Par la gauche en tout cas, par la gauche. Qui a été élu extrêmement majoritairement par la gauche. Tout simplement parce que c'était la gauche qui était majoritaire à l'Assemblée nationale. Il n'y avait pas beaucoup d'élus de droite. Élections législatives de 2024, expliquer et qualifier de racistes les employés des groupes Bolloré. Alors, je ne vais pas revenir sur les fausses notes, je vais pas revenir sur l'humour qui reste à désirer. Mais comment vous expliquer? J'entendais votre directeur qui nous expliquait que c'était des convictions personnelles, qu'une dizaine de chroniqueurs de France Inter à une semaine des élections législatives, sur l'une des radios les plus écoutées du service public, se commettent dans un tel plaidoyer entier. Comment vous l'expliquez? En ce qui concerne la chronique dont vous parlez, il s'agissait sans doute puisque vous avez donné la date de la dernière émission d'une émission d'humoristes qui avait lieu en public, qui est celle à laquelle participait Guillaume Meurice. On est revenu sur cet épisode en début de séance, donc je n'y reviens pas. Le registre de cette émission était une émission d'humour, une émission qui manipule les différents degrés, entre le premier degré, le second degré, les différents registres, l'humour noir, l'humour sous toutes ses formes, et y compris sous forme de chansons, qui s'inscrivait dans une tradition de chansonnier, qui est d'ailleurs une tradition française qui a une longue histoire. Tous ces registres ne permettent pas de déduire la ligne éditoriale de France Inter à partir d'une seule chanson tenue par quelques personnes et qui occupe un temps d'antenne extrêmement limité sur l'ensemble d'une saison. Et comme dirait Commodore Torren, on est d'accord qu'ils se foutent littéralement de notre gueule. Ça fait partie de l'histoire de France de chanter des chansons, d'accord? Et puis, c'est de l'humour, de chanter faites barrage à la haine, votez pas pour Jordan Bardella, c'est de l'humour. Vous comprenez pas l'humour? Notre chanson, votez pour Jean-Luc Mélenchon dimanche. Mais c'est de l'humour, on rigole. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Maintenant, on va parler de Reporters sans frontières. Audition. Pierre Aski balaye les questions sur son passé idéologique extrémiste et revendique l'impartialité de Reporters sans frontières. Parce qu'encore une fois, ils vont s'occuper des labels. Et pourtant, on apprend que le mec qui dirige Reporters sans frontières, c'est un maoïste, socialiste, d'extrême gauche, qui a travaillé chez Libération, etc. Donc comment un mec de Libération peut avoir la légitimité, déjà que c'est un torchon, Libération, peut avoir la légitimité de décider quel média mérite tel label? Et vous imaginez si Libération a un label vert? Le mec, évidemment, c'est ses copains. C'est une évidence qu'il mettra un label vert à Libération. Libération qui est un putain de torchon. C'est quand la dernière fois que Libération a fait un article neutre, non mensonger? J'ai même pas d'exemple. Je me suis intéressé à votre carrière et à votre parcours professionnel. J'ai l'impression dans votre parcours, et je vous laisserai vraiment tout loisir de me répondre, il y a une forme d'engagement politique qui est difficilement, que vous aurez probablement du mal à nier. Vos premières expériences militantes quand vous étiez jeune vont vers le maoïsme. Vous êtes engagé au Front de libération de la jeunesse, au mouvement Vive la Révolution, fondé par Roland Castro, un architecte maoïste en 1968. Ensuite,
vos expériences vous ont, et vous me direz si je me trompe, vos expériences professionnelles vous ont conduit pendant 26 ans au journal Libération, au journal marqué à gauche, il l'assume, avant que vous ne cofondiez un pure player, Rue 89, que l'on peut classer à gauche, que certains classent d'ailleurs à l'extrême gauche. L'un des cofondateurs de Rue 89 claquera d'ailleurs la porte quelques mois plus tard en parlant, je le cite, de succès marketing mais d'échec journalistique. Peut-être que cela fait écho à une conception militante du journalisme. Là encore, vous nous éclairerez sur ces déclarations. Ça veut dire qu'ils ont reçu beaucoup de subventions et ils ont eu plein de pognon. C'est un succès marketing. Par contre, c'est un échec journalistique parce que c'est un torchon. Et qui raconte que de la merde, ils font que de mentir. Tout simplement. Alors aujourd'hui, vous l'avez rappelé, vous tenez une chronique géopolitique sur France Inter et dans le Nouvel Obs. Vous menez, on peut le voir, un combat assez intense contre ce que vous appelez l'extrême droite. Le 6 mai 2025, par exemple, sur France Inter, vous avez ainsi déploré les percées électorales de Nigel Farage au Royaume-Uni, de Georges Simion en Roumanie, en les qualifiant, je vous cite, de forces populistes. Le 10 septembre 2018, vous expliquez que la victoire de l'Union des droites en Suède constituait, je vous cite encore, un choc, que cela venait briser l'image idyllique d'un pays qui a longtemps semblé exemplaire. Tout ça pour dire, avec un engagement que l'on peut quand même reconnaître de militants ou de partisans sur certaines de vos déclarations, relativement marquées à gauche, est-ce que vous comprenez que le président de la République pense à vous, à Reporters sans frontières, pour ce projet de labellisation, ou est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait en tout cas des associations qui ont témoigné plus de sens du pluralisme et de l'indépendance concernant les médias? Monsieur le rapporteur, votre sourire en coin en me posant cette question montre que vous n'y croyez pas vous-même. Et je suis désolé, mais rappeler mon engagement maoïste à 14 ans pour terminer sur la déclaration du président de la République devant le groupe EBRA, c'est un peu audacieux, parce que moi je veux bien... Non mais parle-nous de tes 26 ans chez Libération. C'est pas rien, 26 ans chez Libération, ce torchon d'ultra-extrême gauche mensonger. Bien qu'on ait tous des lignes droites et qu'on soit cohérent de 14 ans jusqu'à 72, qui est mon âge actuel. Mais soyons sérieux. Certes, j'ai un parcours qui est, dont je n'ai pas à rougir, qui est dans des médias où je pense avoir fait mes preuves et qui font que le service public m'a recruté en 2018. Et on va terminer avec ceci, c'est Reporters sans frontières qui veut mettre en place un cordon sanitaire autour de l'extrême droite, comme en Belgique. Et ils y réfléchissent sérieusement, puisque vu qu'ils vont mettre en place les labels, ils vont décider qui va parler. Ah, toi, t'as pas le droit à la parole, t'as un label rouge, hop. Et voilà, ils vont mettre en place petit à petit un cordon sanitaire autour de l'extrême droite, qui, je le rappelle, aujourd'hui, est à 42% dans les sondages. Et là, je parle même pas des LR, de Reconquête, Identité Liberté, Nicolas Dupont-Aignan, etc. Juste le RN, c'est déjà 42%. Donc le mec, je suppose, va mettre en place un cordon sanitaire autour de 70% des élus de la République. Pourquoi pas? Mais bien sûr, c'est la démocratie. Sachant que ces gens-là n'ont été élus par personne. Hein. C'est des journalistes de Libération qui vont autoriser la parole à qui ils veulent. Mais bien sûr. SNJ, quel est votre avis sur ce cordon sanitaire qui exclut l'extrême droite en Belgique? Oui, monsieur le rapporteur, le syndicat national des journalistes connaît l'existence de ce cordon sanitaire près de chez nous, en Belgique francophone. Nous en avons discuté à plusieurs reprises avec nos confrères de la RTBF notamment. Alors, pour moi, il ne s'agit pas de censure en réalité. Hein. De leur point de vue, c'est une question de responsabilité à l'égard des propos qui pourraient être tenus et finalement de contrôle de l'antenne. Ce qui est tout à fait raccord avec les chartes déontologiques des journalistes que mon organisation notamment reconnaît et applique. En particulier, l'article 9 de la charte de la Fédération internationale, c'est une phrase. Le journaliste veillera à ce que la diffusion d'une information ou d'une opinion ne contribue pas à nourrir la haine ou les préjugés et fera son possible pour éviter de faciliter la propagation de discriminations fondées sur l'origine géographique, raciale, sociale ou ethnique,
le genre, la religion ou les opinions politiques. C'est dans ce cadre-là que le cordon sanitaire a été mis en place pour assurer une responsabilité de la RTBF notamment et d'autres médias sur les propos qui sont tenus. En ce qui concerne notre opinion sur la question, parce que c'est la question qui est posée, on trouve que c'est une solution intéressante, qu'on ne revendique pas particulièrement. De toute façon, le cadre français ne le permet pas aujourd'hui et qui n'a pas encore été débattu en profondeur dans notre organisation. Voilà, c'est intéressant. Alors évidemment, quand il parle de discrimination raciale, ethnique, etc., il parle de contrôler nos frontières, attention à l'immigration. Voilà. Par contre, si c'est un député de la France insoumise comme Rokhaya Diallo qui passe à la télé pour insulter les Français de sale blanc, qui te parle de... En insultant les riches, je peux même pas le dire, mais S de riches, on va les croquer tout cru, comme il disait Pablo Palovivien. Tu vois, ça c'est de la discrimination sociale. Et en fonction de ton niveau social, tu te fais discriminer. Tu vois, tout ça. Mais ça, elle prend pas en compte. C'est juste un guide général. Et il s'en sert pour appliquer plus ou moins ce qu'il veut, tu vois. Donc faut arrêter de te servir de tes règles que tu respectes même pas. Ah, d'accord. Bon. Je crois qu'il y avait un dernier truc que j'avais noté ici. Ah oui, il y avait Georges Soros qui verse près de 700 000 € à Reporters sans frontières. Et du coup, Charles Haloncle se pose des questions. Parce que comment un organisme payé par un organisme privé, étranger, hein, américain, pourrait décider de qui a le droit de parler en France? Enfin, c'est lunaire quand même. Ça veut dire qu'un organisme privé américain va décider de qui parle en France. Et il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. J'ai pu noter qu'une partie des revenus de Reporters sans frontières provenait de dons et de financements privés. Le 3 avril 2024, devant une commission d'enquête, RSF a confirmé avoir reçu plusieurs dons ces dernières années de la part de l'Open Society de George Soros. 200 000 € en 2017, 175 000 € en 2019 et même 300 000 € en 2021, soit un minimum connu de 675 000 € sur les dernières années. En 2021, la Fondation Soros représentait pas moins d'un quart des recettes, dons et mécénats. Si j'en crois un verbatim de France Info, qui a été d'ailleurs repris par le JDD, la Fondation Soros est, je cite, un réseau pour le soutien à la gauche américaine, à la promotion des minorités, à l'égalité des sexes et pour inciter au vote les électeurs noirs et latinos. Une démarche qu'on peut qualifier de militante ou prosélyte. Dans la charte de financement d'RSF, je la cite, il est écrit « RSF s'interdit de recevoir des fonds ou des donations de toute nature qui puissent être assimilées à une démarche de prosélytisme ». Ma question est simple, pourquoi dans ce cas avez-vous accepté de recevoir des fonds de la fondation de George Soros en contradiction avec votre propre charte ? Est-ce que vous pouvez aussi nous dire devant la représentation nationale si vous avez touché de l'argent de cette fondation de M. Soros depuis 2021 et si oui, pour quel montant ? Ce que je peux vous dire, c'est qu'au titre de l'année 2025, le montant de financement qui peut venir des fondations de George Soros s'élève à 57 000 €, soit 0,01% du total des ressources. Donc, je serais ravi de vous dire que pour nous, le soutien de George Soros est un soutien qui, à travers ces fondations, n'a pas d'incidence évidemment sur les activités que nous menons, mais par ailleurs, vous conviendrez qu'il est assez étrange de devoir s'expliquer sur des sommes infinitésimales dans notre budget. Je vous remercie pour votre réponse. Bon, qualifié de près de 675 000 € de subvention, une somme infinitésimale, vous conviendrez que c'est un avis qui est subjectif. Je note que ça représente un quart des recettes de vos recettes chez Reporters sans frontières sur la catégorie. Si 700 000 € c'est infinitésimal, mais combien de pognon ils touchent ces gens? Combien de pognon ils touchent? Et il y a le président de la commission d'enquête, là je sais pas, il parle avec un mec à droite, il fronce les sourcils, et après il se retourne, il regarde Reporters sans frontières, et il comprend pas, il a l'air gêné, interpellé. Je sais pas ce qu'il s'est dit, mais même lui il est choqué. Alors 700 000 €, c'est infinitésimal, hein, mais ils ont combien de pognon ces gens? Ils ont combien de pognon?
Bon, sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, à commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. On se retrouve très prochainement pour la suite. Il y a encore beaucoup de vidéos, mais là, on en est déjà à 20 minutes, donc il y aura la partie 2 après. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!